Mesdames et messieurs, merci de votre présence ce soir à l'Institut de hautes études en administration publique. Nous avons le plaisir de recevoir la docteure Marie Alauzin, qui est chargée de recherche au CNRS et qui est rattachée au LAMSAD, qui est un centre de recherche actif dans le domaine de l'informatique décisionnelle. Marie est sociologue. Elle mène des travaux qui sont à la croisée entre la sociologie politique et la sociologie des sciences et des techniques. Elle va nous parler ce soir de modernisation de l'État à travers la question de la transformation numérique. Et avant de lui céder la parole, permettez-moi de resituer finalement le thème de ce soir. Les conférences de l'IDEAP ont vocation à contribuer à la diffusion des savoirs et au renforcement du lien entre la société et l'université. Elles portent sur des thèmes d'actualité et, étant donné l'objet d'étude des chercheuses et des chercheurs de l'IDEAP, elles concernent des politiques publiques ou des enjeux d'organisation et de gestion de l'administration proprement dite. Le thème de ce soir, la transformation numérique, reflète, à mon sens, bien ces deux dimensions. D'une part, je pense qu'il n'a échappé à personne que les technologies de l'information et des communications, et spécialement depuis la mise en accès public d'applications comme ChatGPT, occupent une place non négligeable dans l'actualité de nos médias. D'autre part, force est de constater que l'utilisation d'algorithmes ou encore de systèmes d'IA est devenue une question hautement politique. À ce titre, le contenu des programmes de législature adoptés par l'Assemblée fédérale est, me semble-t-il, un excellent révélateur de l'évolution d'une idée qui est progressivement matérialisée par l'adoption de lois, de stratégies, l'étoffement de l'infrastructure informatique et des éventuels changements de procédure. Pour la période 2015-2019, la Confédération s'engageait, par exemple, à garantir des prestations étatiques efficaces. Et pour cela, à fixer les conditions cadres nécessaires pour la numérisation de l'administration. 2019-2023 fut placé sous le mantra « La Suisse doit saisir les chances qu'offre le numérique et spécialement fournir des prestations étatiques efficaces et autant que possible sous la forme numérique ». Le motif de l'efficacité était donc confirmé. Enfin, le programme de législature adopté cette année confirme la tendance en rappelant que la Suisse doit saisir les chances qu'offre le numérique, mais cette fois en prévoyant que la Confédération fournit ses prestations de manière efficace, tout en assurant transparence et en promettant la transition numérique. Il ne fait donc pas trop de doute qu'un mouvement est en marche. Ce qui reste encore à définir, mais aussi à saisir, c'est le degré de la transformation, voire peut-être même de la mutation, dans l'organisation, dans le fonctionnement ou encore dans l'exécution des tâches publiques. Dès lors, il n'est pas inutile, me semble-t-il, de regarder ailleurs afin de nous aider à comprendre ce qui se joue, pourrait se jouer ou pas chez nous. C'est un peu l'idée de ce soir, connaître mieux, connaître tout simplement d'autres expériences et ainsi comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet de transformation numérique de l'administration, mais aussi de la société, qui figure à l'agenda de nombreux États. Pour cela, je tiens à remercier vivement Marie de nous faire l'amitié de venir nous parler du cas français. Et comme il est coutume, nous commencerons par l'écouter durant 45 minutes. Ensuite de cela, nous ouvrirons un temps pour la discussion et l'échange avec la salle. Et nous terminerons par un apéritif qui se tiendra juste à l'extérieur de cette salle. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie encore de votre participation. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouis d'être devant vous pour cette conférence de l'Institut des hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne. Et je remercie vivement Sophie Wertz de m'avoir invitée à venir parler devant vous. Donc, vous l'avez entendu, je m'appelle Marie Alauzin, je suis sociologue, je travaille en France. Et je vais partager avec vous des résultats qui proviennent de ma thèse de doctorat, mais aussi qui sont en fait des résultats qui ont été confirmés par 10 ans d'enquête sur le cas français, sur les transformations des administrations publiques dans le cas français.
toutes ces enquêtes ont une chose en commun, elles portent sur l'informatisation ou la numérisation, dit-on plutôt aujourd'hui, de l'État. Et mon propos a été à chaque fois d'examiner les effets politiques des technologies numériques. En d'autres termes, la raison de ma présence ici, ou en tout cas la chose dont j'aimerais qu'on discute dans le temps qui nous sera imparti, sera de savoir comment faire parler politique les technologies qu'on appelle aujourd'hui numériques et qui ont à plusieurs égards et en fait depuis assez longtemps envahi nos vies. Alors on s'accorde souvent pour dire que la technique n'est pas neutre. Produire de l'électricité grâce à une centrale nucléaire ou grâce à de l'éolien, ce n'est clairement pas la même chose. De même, se protéger d'un risque de grossesse par un préservatif ou une pilule ostroprogestative, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas neutre pour le corps des femmes. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais il reste qu'une fois posé le fait que l'introduction d'une technologie n'est pas neutre, que cette technologie encapsule toute une série de choix et qui sont des choix qui ont été construits, dont on hérite dans le présent, dont on va continuer à hériter dans l'avenir et avec lequel il va nous falloir composer, il est souvent assez difficile de caractériser politiquement l'avènement de cette technologie. Surtout lorsqu'elle s'est imposée sans débat public, ni qu'aucune alternative n'a été proposée, comme je viens de le faire, en opposant sur un mode binaire des technologies. Alors vous le sentez bien, dans les régimes démocratiques, nous avons du mal à faire parler politique la technique. À mon sens, c'est précisément à cela que servent les enquêtes de sciences sociales sur les sciences et les techniques, comme celles qui sont réalisées de l'autre côté de la rue au STS Lab. Et l'ambition de mon travail, proche des collègues qui sont au STS Lab, c'est précisément de qualifier avec vous ces effets politiques des technologies numériques qui sont employés de manière croissante et le plus souvent sans débat public et parfois sans alternative pour administrer la société. Alors venons-y. En France, si vous vous rendez au guichet d'une administration ou si vous lisez de la communication institutionnelle sur Internet, vous allez sans doute constater un certain nombre de termes qui sont employés, et Sophie vient de le dire, pour signifier un fonctionnement efficace de l'administration. La simplification des démarches administratives et son pendant, quand on est un peu plus radical, on parle de débureaucratisation, qui suppose l'emploi par les agents publics de méthodes dites agiles, l'usage d'un cloud de confiance, l'ouverture des données publiques sur des plateformes, la transparence des algorithmes, la mise en place d'API, ces interfaces de programmation, ou plus récemment de l'intelligence artificielle, au moins dans sa version la plus courante, qui est les robots, que sont les robots conversationnels. Mais attention, une intelligence artificielle qui doit être souveraine. Alors par exemple, si vous vous rendez sur le site dont j'ai fait des captures d'écran ici, qui est le site de la Direction interministérielle du numérique, et que vous consultez ces actualités, vous pourrez lire d'abord un premier communiqué sur une rencontre européenne qui a eu lieu début septembre et qui était consacrée à la souveraineté numérique et qui visait à bâtir une suite d'outils, puis un second communiqué un peu plus bas qui est rédigé dans le cadre de la politique de simplification qui annonce la mise en ligne de tutoriels pour que les citoyennes et les citoyens réalisent des démarches administratives sans tracas. Ainsi qu'en continuant à descendre sur le site, une série de témoignages d'administration qui portent sur le succès de leur expérience du cloud public qu'elles utilisent. Alors, peut-être que la Confédération des cantons et des communes, par exemple, ou les autres administrations suisses, ont adopté une démarche plus pragmatique, faisant moins de promotion et s'orientant directement vers les procédures des administrés pour accéder aux services. Dans tous les cas, ce que l'on peut constater en France, c'est au moins deux choses quand on commence à s'intéresser aux modalités de numérisation des administrations. D'une part, cette numérisation des administrations est emplie de ce que l'on doit appeler des mots d'ordre. Les mots d'ordre désignent, vous le savez peut-être, un type d'énoncé assez spécial, puisque ce sont des énoncés qui ne sont pas faits pour décrire une réalité ni être crus,
mais ce sont des énoncés qui sont faits pour orienter une réalité, pour la performer, pour dire ce qui doit être fait, donner les coordonnées d'une action administrative. Et ce sont donc des marqueurs de pouvoir assez forts. Le cas de simplification, qui est au milieu de la diapositive, est de mon point de vue assez marquant. Il ne s'agit pas de simplification au sens où on pourrait l'entendre, par exemple, moins de procédures, moins de règles, voire moins d'État, dans une version extrêmement libérale. Non, c'est au contraire l'ajout, la mise en ligne d'un tutoriel qui oriente ce qui doit être fait non seulement par les administrations, mais également par les usagères et les usagers, qui doivent avoir, depuis chez eux, une bonne expérience de l'État. Par exemple, ils récupèrent ainsi les consignes qui leur sont données pour effectuer une demande de titre de séjour en France. D'autre part, et c'est entièrement lié à la question des mots d'ordre, et plus précisément à l'ambivalence, voire au caractère de coquille vide des mots d'ordre, c'est que la modernisation administrative est une politique que l'on pourrait dire a priori sans contenu. Alors, je m'explique sur ce point qui pourrait sembler provocateur, mais qui ne l'est pas. Ce qui caractérise formellement la réforme de l'administration, c'est d'être une politique publique qu'on appelle en sciences politiques constituante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une intervention publique qui a pour principal objectif le fait de redistribuer des capacités d'action, le fait d'imposer des nouvelles règles générales à l'administration. C'est par exemple ce que vous voyez sur la diapositive quand on dit amener des nouveaux outils numériques collaboratifs, mutualisés, interopérables, dont le code source est ouvert, qui sont donc des outils qui vont produire une nouvelle représentation de l'ordre politique, mais on n'en sait pas a priori l'orientation. Et donc c'est une politique publique, celle de la réforme, qui n'a ni contenu ni orientation définie une fois pour toutes, et donc qui à ce titre fait l'objet de luttes pour remplir le contenu et de luttes par des groupes professionnels mobilisés, par des groupements politiques. Donc je précise, quand je dis lutte, il ne faut pas imaginer que ce soit des luttes qui vont jusque dans la rue. Il s'agit de luttes à bas bruit, elles sortent rarement des arènes administratives pour s'ouvrir à l'espace public, de sorte qu'en dehors des situations de scandale, les affaires ou les controverses, les citoyennes et les citoyens ne connaissent que très peu les options et les visions du monde qui se sont affrontées et qui ont fait qu'on a choisi tel ou tel format de cloud souverain. Alors, sans doute, d'un point de vue suisse, les choses sont différentes, peut-être même bien mieux gérées. Mais ce qu'il est certain, c'est qu'il existe aussi ces formes de dynamique conflictuelle qui visent à donner un contenu à un moment donné à la réforme de l'administration. Et de toute évidence, cette dynamique conflictuelle fait que la réforme n'est pas la même ni dans l'espace, d'un pays à l'autre, quand bien même ces pays sont frontaliers, bien sûr, ni dans le temps, d'un gouvernement à l'autre. On voit bien des réorientations, on voit bien des changements. Et donc de là, il y a deux choses qui me semblent communes, en tout cas qui au moins intéressent la France et la Suisse, et vers lesquelles il me faut avancer. Alors premièrement, je vous invite à bien distinguer dans ce que je vais dire à partir de maintenant, la réforme des réformes. Au sens distinguer la réorganisation isolée d'une administration, d'une politique publique, par exemple la réforme de l'emploi public, la réforme de l'écriture des décisions de justice, la réforme de la doctrine du maintien de l'ordre, de la réforme de l'État en tant que tel. Même si on pourrait avoir tendance de l'extérieur à relier des choses, à relier des initiatives pour les rassembler, parce qu'on leur prête un air de famille, on leur prête une intentionnalité commune, par exemple celle de réduire les coûts, ou celle de permettre à des publics de faire des démarches à distance, ou qu'on peut dire que certains instruments se ressemblent, les logiciels s'orientent de plus en plus vers des logiciels libres, les codes sources sont ouverts. Ces initiatives qui sont en fait déliées sont portées par des instigateurs qui poursuivent des buts hétérogènes et qui n'ont rien à voir avec une politique transversale comme celle dont je voudrais vous parler, qui est une politique donc constituante, et en France c'est celle qui est aujourd'hui portée par la direction interministérielle du numérique, celle qui fait cette promotion-là, et par la direction interministérielle de la transformation publique,
qui, par exemple, ont la possibilité d'aller négocier avec d'autres États européens des standards pour des logiciels qui seront ensuite qualifiés de souverains et qui pourront être mis à disposition, ou le cloud qui pourra être mis à disposition de toutes les autres administrations. Donc ça a l'air d'être un détail pointueux, mais en fait la différence est de taille, puisque toutes les réformes particulières ne visent pas à le fait de réformer l'État ou l'administration avec un grand A. Elles visent, selon les cas, à réformer la police, réformer la justice, réformer les acteurs de l'emploi. Et donc, toutes ces politiques peuvent certes avoir des effets de premier plan sur l'État, sans doute même des effets plus durables et plus structurants que les politiques de réforme de l'État en tant que telles, mais ce sont des activités sociales différenciées dans leurs intentions, orientées vers d'autres buts de conduite du changement et qui construisent d'autres infrastructures et d'autres politiques publiques. Bref. Je m'arrête ici, mais je vous invite à faire preuve de discernement dans l'attribution des causalités, parce que tout changement, par exemple l'arrivée d'un nouveau guichet dans votre université ou ce genre de choses, n'est pas forcément lié à une grande réforme, même si il peut y avoir un air de famille avec des réformes. Donc cette distinction étant posée, ce sera mon deuxième point introductif. Vous n'avez pas manqué de remarquer que tous les programmes politiques, qu'ils soient plus ou moins libéraux, conservateurs, voire socialistes, s'accordent sur un même constat, qui est celui de « il faut réformer l'administration ». Il faut transformer le rapport entre la société politique et l'État, qui passe par ces médiations bureaucratiques, ou plutôt par ces interfaces qui avant étaient de papier. Et ce caractère consensuel s'étend désormais au fait que maintenant, il faut réformer l'administration, suppose systématiquement de dire il faut réformer l'administration en y introduisant de nouvelles technologies numériques. Alors, certains programmes politiques peuvent promouvoir des technologies plus ou moins inclusives ou promptes au contrôle social, mais à ma connaissance, et le panorama qui vient d'être tracé par Sophie le dit dans le cas suisse, aucun programme politique ne parle de débrancher, ne parle de désinvestir ou par exemple de ne pas adopter l'intelligence artificielle dans l'administration parce que par exemple elle ferait courir des risques très importants du point de vue de la cybersécurité. D'où l'intitulé de la conférence, l'introduction des technologies numériques suffit-elle à transformer les administrations ? Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir sur l'enquête que j'ai menée durant 3 ans. C'était une enquête qui a eu lieu entre 2014 et 2017, donc qui date un peu. En France, nous étions à l'époque sous un gouvernement socialiste, celui qui était emmené par le président Hollande. Et moi, pendant ce temps-là, j'observais le travail d'un service du Premier ministre français qui avait pour mandat explicite de réformer l'État. À l'époque, réformer l'État se disait moderniser l'État. Et ce que je vous propose, c'est une approche réaliste de ce que font les technologies numériques à la relation administrative dès lors qu'on le prend par les gens qui ont pour métier d'opérer cette réforme. Alors, ce que j'appelle réaliste, c'est en fait une approche qui, pour le dire dans les termes du sociologue Pierre Bourdieu, se garde d'appliquer à l'État une pensée d'État, au sens où je prête attention aux mots d'ordre. C'est-à-dire que quand, sur la communication institutionnelle ou dans les réunions, j'entends souveraineté numérique, simplification, agilité, État plateforme, innovation, ouverture des données ou design d'expérience utilisateur, que sais-je encore, je ne prends pas ces termes comme étant une réalité stabilisée une fois pour toutes, comme on peut en avoir l'impression si on s'arrête au site web et au rapport. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller observer très concrètement ce que font les agents publics dans leur bureau, ce qu'ils discutent en réunion, ce qu'ils programment, comment ils le font, avec quel logiciel, de quelle manière, qu'est-ce qu'ils font quand ils disent qu'ils sont agiles, que font-ils quand ils disent qu'ils ouvrent des données publiques ou qu'ils bâtissent l'État plateforme. Alors je le mentionne parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Je disposais d'une convention de recherche et d'un financement spécifique où j'étais rémunérée par cette administration-là, qui m'a donné accès à tout le serveur, j'avais un badge pour venir là-bas tous les jours, un bureau, ce qui est vraiment une grande chance d'un point de vue ethnographique. Je ne développe pas plus la méthode, mais on pourrait y revenir dans les questions si ça intéresse certains d'entre vous.
Et donc, à partir de ce travail ethnographique, c'est-à-dire littéralement ethnographique, ça veut dire écrire sur une ethnie, alors on ne sait plus les mêmes ethnies que le faisaient d'autres fois, par exemple les africanistes ou les américanistes, c'est écrit sur une ethnie qui est celle des agents modernisateurs de l'État français. Mais donc, à partir de ce travail ethnographique, je voudrais partager avec vous 4 résultats. Le premier porte sur l'absence de point de vue synoptique sur l'informatisation de l'État. Le second porte sur l'expérimentation continue en régime numérique et ses effets sur la qualité des services publics qui sont proposés aux usagers et aux usagères, et l'ambiguïté de la participation des usagers qui se traduit notamment par l'absence de mise en délibération des choix techniques. Et enfin, 4e résultat, le double jeu, mais on pourrait même dire triple, ou le jeu multiple de la souveraineté numérique. Alors j'ai retenu ces 4 résultats parce qu'il me semble que quand on avance que la technique n'est pas neutre, comme je l'ai fait au début de cette conférence, à propos des technologies numériques, on pense le plus souvent à 2 effets politiques que je pense que vous connaissez tous dans la salle, enfin toutes et tous. Premièrement, on pense à la fracture numérique, le creusement des inégalités entre celles et ceux qui peuvent et savent accéder à distance à des services proposés par l'administration ou à des services proposés par des entreprises, et qui peut amener à du non-recours aux droits sociaux ou qui peut conduire ou alimenter une colère sociale ou en tout cas la rejouer. Et puis une deuxième conséquence politique de l'arrivée des technologies numériques qui est souvent pointée, c'est celui de la surveillance des populations et de l'accroissement du contrôle social. En effet, les technologies informatiques, ça ne vous a pas échappé, ont des capacités d'enregistrement et de traçabilité des activités des êtres et des choses qui peuvent servir des dessins de contrôle et être détournés, voire être détournés si ce n'était pas le dessin. L'un des exemples qui est le plus souvent mis en avant pour alerter sur le fait que les choix d'informatiser ou de mettre en fichier, par exemple, des populations n'est pas neutre, c'est le fait que les technologies de recensement des populations qui ont été construites par des technologies d'IBM aux États-Unis à la fin du 19e siècle, avec les cartes perforées puis la mécanographie, ont facilité le travail de l'administration allemande dans les années 30 lorsqu'elle a voulu identifier, traquer, mettre en camp puis exterminer certains groupes de population, non seulement en Allemagne mais également en Pologne où elle s'est appuyée sur les recensements. Alors, je fais ici référence à ce travail mondialement connu du journaliste états-unien Edwin Blake, IBM and the Holocaust, qui est paru il y a fort longtemps maintenant, en 2002, mais qui est quelque chose qui est souvent brandi pour dire que informatiser, y compris sur des technologies qui datent en fait du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle, ce n'est pas neutre. Nous pourrons y revenir dans la discussion, mais en fait, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est partir du principe que les risques d'accroissement de la fracture numérique, d'une part, et de la surveillance des populations sont d'ores et déjà mis dans l'espace public, sont d'ores et déjà portés par des groupes sociaux. Il existe en Suisse, en France et ailleurs des médiatrices numériques, il existe des associations de protection des libertés publiques, il existe aussi des intellectuels engagés, et dans les universités, il y en a, peuvent parfois se faire le relais. Il existe aussi des lanceurs d'alerte. Nous avons des institutions. Je ne connais pas les institutions suisses, mais en France, il y a la Commission nationale pour l'informatique et les libertés, la CNIL. Il y a aussi le Défenseur des droits qui publie ses rapports, par exemple, sur les effets de la dématérialisation sur la fracture numérique. Donc, autrement dit, je considère que la fracture numérique et la surveillance, on peut d'ores et déjà en débattre, et que c'est très bien. Et je vais me concentrer sur 4 résultats empiriques de l'enquête précédemment mentionnée qui ont pour but de faire parler les technologies numériques des administrations, les forcer à parler politique, parce que ce sont, à mon avis, des sujets dont nous n'avons pas encore assez débattu, y compris quand nous continuons d'engager nos sociétés dans toujours plus d'informatisation des services ou de numérisation des services administratifs. Alors, je viens à mon premier résultat, l'absence de point de vue synoptique sur l'informatisation de l'État. En France, au moment de mon enquête, les agents modernisateurs avaient pour point commun, je ne sais pas si c'est l'équivalent en Suisse, mais en France c'était marquant, d'être de jeunes gens. C'était beaucoup de personnes qui avaient en dessous de
de 35 ans, ce qui contrastait avec la moyenne de la fonction publique centrale. Donc dans les ministères, on est plutôt autour de 47 ans chez les cadres. C'est des gens qui présentaient un haut niveau de diplôme. Ils avaient par exemple un double diplôme en informatique et en anthropologie, ce qui est plutôt rare dans l'administration, ou un diplôme d'une école de design, encore plus rare. Beaucoup avaient eu des expériences internationales. Et elles et ils étaient animés de la volonté de sauver l'État. Sauver l'État qu'ils jugeaient et qu'elles jugeaient techniquement obsolète, et dont ils estimaient et elles estimaient qu'il courait le risque d'être dépassé par d'autres initiatives, soit des initiatives venues du tiers secteur, d'associations, de fondations, soit d'initiatives venues des industries de la tech, et notamment des grandes plateformes. Et donc, elles et ils justifiaient régulièrement leur engagement en disant qu'avant, ils faisaient autre chose. Par exemple, beaucoup travaillaient dans le monde de la start-up, mais qu'ils avaient pris conscience que l'État français était en piteux état, qu'il y avait beaucoup à faire dans l'administration, et la formule revenait extrêmement souvent au début de mon terrain quand les gens se présentèrent à moi, ils ont pris sur eux pour travailler pour l'État. Alors c'est une formule vraiment que, j'insiste, je l'ai beaucoup entendue, et que j'ai compris à la fois comme le fait qu'ils voient cette période de leur vie comme un engagement temporaire, un engagement pour le bien public, mais aussi qu'ils estiment ne pas avoir la rémunération qu'ils méritent ou qu'ils pourraient avoir s'ils travaillaient dans le privé. Bien sûr, s'ils allaient travailler chez Google pour ceux qui faisaient de l'informatique, mais aussi pour, par exemple, les designers, la rémunération qu'ils pourraient avoir dans une agence de design. Alors, il s'agissait d'agents, les agents modernisateurs, d'agents contractuels ou de prestataires qui étaient en portage salarial dans les administrations. Je ne sais pas si l'équivalent existe ici, mais en fait, c'est une manière en France qu'on a de déroger aux grilles de salaire de la fonction publique et qui est aussi une manière de déroger au plafond d'emploi, aux limites fixées avec la direction du budget sur le nombre d'agents par direction. Et ces agents contractuels différaient donc largement par leur formation, je l'ai dit, mais surtout par leur manière de se comporter et d'envisager leur carrière au milieu des autres agents publics. Elles, mais surtout ils, ne se projetaient pas, et ils le répétaient régulièrement pour justifier leur attitude parfois désinvolte, ne se projetaient pas dans l'administration, ils considéraient faire une mission temporaire, intervenir sur un projet, puis devoir s'en aller ailleurs. Alors cela se traduisait par des modifications substantielles avec la manière dont les agents publics ont été formés dans les écoles de service public. Alors j'imagine dont on est formé à l'Institut des hautes études en administration publique à Lausanne. Et en tout cas, ils ne se sentaient pas redevables de la même manière de leurs actions, puisque l'engagement était temporaire, mais aussi pas redevables, pas engagés par le devenir de l'administration dans lequel ils et elles s'inscrivaient. Et ce faisant, ils ont rejoué des oppositions qui sont des oppositions historiques, extrêmement traditionnelles dans l'histoire des réformes administratives, en opérant une forme d'archaïsation des groupes professionnels qu'ils rencontraient dans les couloirs des administrations. C'était nous, le style commando versus la lenteur des ronds de cuir, nous qui voulons vraiment changer les choses versus les gras de papier qui s'encombrent beaucoup trop avec le droit, nous qui portons jamais de cravate et qui pourtant parlons au ministre. Et donc cette archaïsation supposait de se distancier, notamment avec ce qui était entrepris dans les directions des systèmes d'information et puis dans les départements innovation des ministères. Par exemple, lorsque je commençais mon terrain, les bureaux du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique étaient situés encore à l'intérieur du ministère des Finances. Et donc, ils étaient littéralement enchevêtrés, un étage dans l'autre, avec les locaux de la Direction générale des finances publiques, donc l'administration qui s'occupe des impôts, et avec qui donc, les agents partageaient les mêmes ascenseurs, la même cantine, les mêmes salles de réunion. Mais je ne peux témoigner d'aucun échange ou rapprochement, y compris alors même que le SGMA construisait des infrastructures ou prenait des réformes qui allaient impliquer très directement cette administration des impôts. Et dans les conversations, les agents qu'ils pouvaient croiser dans l'ascenseur, à la cantine ou dans les salles de réunion entre les réunions, étaient toujours pris comme des contre-modèles, des figures de repoussoir. Alors, vous voyez plutôt la citation que j'ai mise derrière moi. Nous
on ne va pas faire comme si... on ne va pas faire comme ils ont fait avec le paiement de l'impôt en ligne, 2 étages plus bas, en l'imposant à tout le monde parce que les gens n'ont pas le choix de payer leurs impôts. Ici, on fait du multicanal. Donc ça, c'est typique d'une opération de construction d'un E contre nous, mais aussi d'une archaïsation, pour dire que le multicanal, c'est l'avenir, ou que c'est une meilleure manière de faire, alors qu'on pourrait aussi considérer que construire un point de vue synoptique aurait supposé savoir comment l'État est informatisé, quel est l'état de ces systèmes d'information, aurait supposé d'aller rencontrer, mais aussi de prendre au sérieux les raisons pour lesquelles chaque administration a fait ces choix-là, et construire une action coordonnée. Ce qui était normalement le rôle attendu d'un secrétariat général dans les règles de fonctionnement de l'administration française. En outre, il ne faut pas imaginer que ces jeunes personnes très engagées qui se vivant par ailleurs comme étant à la pointe affûtée de la modernisation, aient été recrutées pour suivre un grand plan d'ensemble avec une forme d'évidence et une direction. Par exemple, la direction qui aurait été rendue publique, discutée au Parlement, comme ça peut être le cas dans les législations suisses. À l'exception de la politique d'ouverture des données publiques qui est devenue au fil des années et grâce à la loi pour une république numérique de 2016 une véritable politique publique, et à l'exception aussi de quelques infrastructures de services publics comme le cloud dont il était question tout à l'heure ou le service d'authentification qui s'appelle France Connect, chaque agent modernisateur travaillait en mode projet. En mode projet, ça veut dire que chacun travaillait sur de petites initiatives de modernisation administrative fragmentées, qui n'étaient pas reliées entre elles, ou en tout cas qui n'étaient pas reliées autrement que par ces mots d'ordre que je mentionnais tout à l'heure. L'agilité, l'état plateforme, l'innovation, l'expérimentation, la souveraineté numérique. Alors même qu'il existait des moyens financiers, humains, un affairement certain, mais aussi un haut niveau d'engagement professionnel durant cette période dont je peux témoigner. Et sans doute jusqu'à aujourd'hui que je suis un petit peu de plus loin, mais que je regarde quand même avec attention. Donc, d'une certaine manière, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas de politique de réforme de l'État au sens d'une direction donnée, mais il y avait cet éclatement dans les projets. Alors ça, c'est largement dû à la conjonction de plusieurs phénomènes, mais de mon point de vue, celui qui pèse le plus lourd et celui qui a la plus grande responsabilité dans cette absence de direction de la réforme de l'État et de la numérisation des administrations, c'est cette généralisation du mode de travail par projet, qui est préféré à la construction de politiques publiques. Il s'agit à certains égards d'une altération organisationnelle qui fait que les 10 projets ne duraient souvent pas plus que la durée des postes des agents contractuels qui les occupaient. Et donc, ces agents, bien que très engagés, étaient en fait animés par une forme de pensée très individualiste et très présentiste de ce travail d'intérêt général qu'ils étaient en train de réaliser. Et donc, outre ce format projet numérique, le contenu du travail modernisateur variait extrêmement en fonction des commandes des administrations qui étaient faites, en fonction des commandes du politique, et donc n'a pas aidé aussi à composer des outils synoptiques qui auraient permis, comme par exemple un tableau comptable ou un tableau statistique, donne un point de vue sur une totalité. Ça donne une forme de représentation. Là, il n'y a pas cet équivalent, et donc là, ce qui se produit, c'est la multiplication de choses qu'on pourrait plutôt dire être des patchs technologiques. Voilà, c'était le premier résultat dont je voulais parler. Le second, c'est la question de l'expérimentation continue et de la qualité. Alors, qu'elle soit appelée Open Lab, Living Lab, XP, prototype ou test, l'expérimentation fait partie des mots d'ordre récents de la réforme de l'État, dès lors qu'elle se part d'un équipement numérique, en tout cas en France. Alors cela peut paraître étrange à ceux qui, parmi vous, ont une formation scientifique ou connaissent l'histoire des sciences, puisque l'expérimentation est consubstantielle de ce qui se passe au XVIe siècle, à savoir la naissance du laboratoire.
où, vous le savez, au XVIe siècle, en Europe, il y a des savants, des souverains et leurs cours qui ont inventé cet espace très particulier qui n'existait pas jusqu'alors, qui s'appelle le laboratoire, et qui est un espace que l'on crée pour réaliser des mesures dans un environnement contrôlé, pour reproduire des expériences en France, en Angleterre, par exemple, et pour connaître des paramètres, pour stabiliser ainsi, par l'expérimentation, des faits. Le laboratoire sert à stabiliser des faits scientifiques dans un environnement qui se veut purifier des intérêts politiques, économiques et théologiques. C'est les enjeux de l'époque. Ça, c'est quelque chose qui est bien documenté par l'histoire des sciences. Mais alors que les laboratoires et les expérimentations avaient ce rôle précis de trouver des faits reproductibles jusqu'à au moins la deuxième moitié du XXe siècle, quelque chose se passe. Progressivement, les expérimentations vont commencer à sortir des murs du laboratoire, au point que l'on parle désormais d'expérimentation de plein air. Le nucléaire, les OGM sont à plusieurs égards des expérimentations de plein air. Ce qui est testé, c'est des formes de vie possibles plus ou moins souhaitables sur Terre, avec pas le même genre de garantie que quelque chose qui resterait dans le laboratoire. Ça suppose aussi, certes, un appareillage de mesures initiales, une forme de reproductibilité de départ, mais nous ne sommes plus dans des formes de tests paramétrés dans un environnement contrôlé et surtout clos. Là, les tests ont lieu au cœur même de la société. Et peu après, l'expérimentation est même devenue, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais il me semble que c'est quelque chose qui dépasse le cas français, un mode d'intervention législatif. En France, par exemple, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse est une loi qui a d'abord été votée pour 5 ans. Et à l'issue de ces 5 ans, il y a eu une forme d'évaluation de l'expérimentation pour savoir si on la reconduisait. De la même manière, en matière de technologie nucléaire, au début des années 90, la loi Bataille sur l'enfouissement des déchets a mis en place un mécanisme d'évaluation régulier des résultats, des solutions technologiques disponibles pour savoir à quelle profondeur faut-il enfouir les déchets. Et c'est des mécanismes qui visaient la rediscussion au Parlement et le fait de pouvoir décider toujours en fonction de l'état des connaissances scientifiques. Et puis, la logique expérimentale s'est largement répandue dans l'administration ces 15 dernières années. Et je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, mais en France, en tout cas, il est clair qu'elle a trouvé un site d'expansion particulièrement propice dans les terrains de la réforme de l'État, et notamment son volet réforme numérique, où elle a recouvert une diversité de formes. On retrouve l'expérimentation dans les méthodes dites d'immersion et de prototypage qui sont caractéristiques des interventions des designers de services publics, on appelle ça en France. Les expérimentations de transformation ont aussi lieu sur des sites pilotes avant d'être reproduites dans le but de produire des changements d'échelle, de répliquer dans plusieurs espaces possédant des caractéristiques plus ou moins communes, mais aussi dans la multiplication de ce qui s'appelle le mode bêta, c'est-à-dire le fait de présenter au public des infrastructures de services publics qui sont en fait partiellement fonctionnelles. Mais aussi dans le but que le public puisse formuler des retours, que s'il est nombreux et loquace, il soit aussi un soutien qui permette de jouer sur cette dynamique conflictuelle dont je vous parlais pour décrire ce monde dans lequel se fait la modernisation de l'État. Donc ce fait de présenter au public des services qui ne sont jamais totalement aboutis, notamment parce qu'en fait, ils ne visent pas toujours à fournir un service aux usagers, au sens d'un service en production, leur donner le calcul de leur impôt, par exemple, mais plutôt, en fait, ils visent quelque chose d'intermédiaire, c'est plutôt à faire la démonstration d'un besoin. On a créé tel service pour démontrer que les usagers avaient besoin d'informations sur le sujet ou que l'administration était trop compliquée. Alors, je vais prendre l'illustration emblématique du développement de ce que l'on appelle en France des start-up d'État. Je pense que c'est une innovation qui n'a pas traversé la frontière et sur lesquelles j'ai particulièrement travaillé. C'est donc les start-up d'État, c'est un programme qui fait partie de ce qu'on appelle le BETA-Gouv,
Je pense que le nom est assez explicite. Alors, la première start-up d'État sur laquelle j'ai enquêté s'appelle MEZ. Et elle me semble exemplaire. Donc une start-up d'État, c'est un grand mot, il ne faut pas imaginer qu'il y ait des acteurs privés, c'est l'administration qui embauche des contractuels sur des contrats de 6 mois, qui forment des petites équipes qui s'attellent à un projet numérique. Et donc là, la petite équipe administrative qui se nomme start-up alimente la promesse de calculer toutes les aides, soit de fournir une simulation aux usagers de leur situation administrative. Par exemple, si vous déménagez, que vous avez droit potentiellement à une prime de déménagement, ça pourra être mis dans le calcul. Et donc cette initiative d'information à distance sur les droits sociaux ne garantissait à aucun moment à l'usagère ou l'usager l'exactitude des résultats. Toutes les aides, en fait, n'étaient pas dans le simulateur. Je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, mais en France, il y a beaucoup de guichets et une démultiplication du fait des compétences. Par exemple, la ville, la métropole, la région, le département. Chacune a ses spécificités et la possibilité d'offrir des services différents. Et donc, la prétention à toutes les aides est une prétention qui est à certains égards assez délicate, d'autant plus que ces aides évoluent avec des rythmes différents. Et donc l'idée n'était pas vraiment de mettre toutes les aides, même si c'était l'affichage, puisque par exemple tous les cas particuliers, les cas jugés rares n'étaient pas calculés, les modalités de calcul n'étaient pas mises à jour au fil de la législation, ne serait-ce que parce que parfois les circulaires des administrations n'étaient pas trouvables. Et donc les résultats se présentaient, comme dans la diapositive ici, comme une approximation à la dizaine d'euros près. Autrement dit, en fait, l'écran qui est affiché ici n'est pas, ou en tout cas prétend ne pas être un écrit administratif opposable devant la justice, comme le sont traditionnellement les documents que fournit l'administration, mais aussi les documents que nous devons, en tant qu'usagers, citoyens, administrés, fournir à l'administration. Et donc, ce que vous pouvez lire, qui est souligné, c'est la modalisation qu'on trouve sur cette page de résultats. Vous êtes a priori éligible. Donc cet affichage de toutes les aides, qui n'était en aucun cas techniquement, vous l'avez compris, toutes les aides, pouvait introduire une forme de trouble dans la relation de confiance entre l'État et les citoyennes et les citoyens. Et ça a en fait un effet sur la qualité des services publics qui est proposée. C'est cette qualité bêta. Et donc, dans ce déplacement de l'expérimentation qui vient du laboratoire et qui va vers l'administration, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me semble remarquable. En fait, ce n'est pas la stabilité des faits et ce n'est pas le fait d'avoir des connaissances stables qui a été transporté avec cette expérimentation. Il n'y a nulle tenue d'un registre d'expérimentation, nul établissement d'un contrefait factuel, pas de mesure, ni calendrier, ni définition d'un périmètre d'expérimentation, ni publication des résultats de l'expérimentation, évidemment. Ce qui est plutôt transporté dans cette culture de l'expérimentation qui s'étend vers l'administration, c'est en fait une culture du bricolage, une culture du contentement d'un état extrêmement provisoire ou toujours provisoire. Alors pourquoi ? Je fais l'hypothèse que c'est en partie par manque de formation scientifique et juridique de ce groupe professionnel d'agents modernisateurs qui ne prenait pas totalement au sérieux le droit et le caractère, par exemple, opposable du droit administratif. Mais c'est aussi parce que les technologies numériques jouent avec ce sentiment de responsabilité et la conscience du risque. La conscience du risque est moindre quand vous trimballez à la pipette des virus, ou en tout cas la tangibilité du risque est moindre. Vous avez cette relation à distance, le risque que, par exemple, ça mette les personnes dans l'embarras, ça leur fasse perdre du temps ou perdre leurs droits, vous semble moindre. Et donc, en d'autres termes, cette absence de médiation sociotechnique tangible entretient une forme de sentiment d'irresponsabilité vis-à-vis des bricolages, vis-à-vis des erreurs qui sont mises en ligne sur ces services publics construits en mode bêta. Et le simulateur de droits sociaux MEZ est, à mon sens, un bon exemple de ce bricolage. Un jour ou l'autre, sans que l'interface ne soit transparente sur ce point, l'utilisatrice pouvait voir s'afficher un résultat différent
suivant les phases de maintenance, suivant le nombre de développeurs disponibles ou les priorités qui avaient été assignées au développement. Alors, je considère que ce rapport à l'expérimentation tient du bricolage, mais aussi emporte des conséquences démocratiques assez lourdes. Et pour le dire, je m'appuie sur les travaux de ma collègue Nortje Marès, qui, elle, travaille sur les expérimentations urbaines, les véhicules autonomes, dits autonomes, qui supposent en fait, pour qu'ils se déplacent dans la rue et s'améliorent en continu, une constante disponibilité des citoyennes et des citoyens au test, et au fait que leur corps, leur simple présence dans l'espace public, participe à l'amélioration de la technologie qui circule. Plus précisément, en fait, quand on met en place des technologies sur un mode expérimental, pas fini, la société dans son ensemble doit être disponible pour la technologie, doit être disponible pour ce test. Et notre disponibilité, notre capacité d'interagir avec la technologie, non seulement il est inégalement réparti socialement, mais en plus, cette capacité à formuler un retour d'expérience, un feedback, n'est pas une capacité à formuler une parole politique, n'est pas une capacité à discuter de est-ce qu'on veut ou non des véhicules autonomes, ou est-ce qu'on, par exemple, est-ce que dans le cadre du simulateur de droit, est-ce qu'en fait on veut ou non un revenu universel, ou on veut ou non supprimer tel ou tel type de dispositif pour tel groupe de population. Ça ne rend pas décidable, ça ne rend pas collectif, enfin on ne crée pas cette possibilité de délibération. Et donc cette modalité d'expérimentation continue, cette politique du petit ajustement, du bricolage, du bandeau bêta, rend impossible la formation de groupes, la création de publics concernés, on dit en sociologie des mobilisations. Et plus encore, avec cette promesse de l'adaptation continue, la possibilité que la technologie résolve au fur et à mesure tous les problèmes, au cas par cas, ça produit en fait une très large individualisation des situations et des causes. Donc je vous disais tout à l'heure, absence de point de vue synoptique, expérimentation. Le troisième résultat dont je voudrais maintenant vous parler est lié au deuxième que j'évoquais à l'instant, et il porte sur la participation, non pas des citoyennes et des citoyens, mais la participation des usagères et des usagers des services publics. Alors la participation des usagers, ou quand on parle sur ce mode-là de la participation, c'est une version exacerbée des réactions en smiley, en commentaire au formulaire « Votre avis nous intéresse », puisqu'il s'agit en fait de collecter des retours d'expérience, ce qui suppose que l'administration utilise des méthodes qui sont issues pour la plupart de l'industrie des sondages pour évaluer la satisfaction des usagères et des usagers vis-à-vis d'un service, parfois à l'aide ou complétée d'un panel, soit qu'elle collecte de manière plus opportuniste des réponses, des commentaires, ou qu'elle réalise des petites séries de tests sur des publics qui sont disponibles. Alors parfois on appelle ça, quand on veut nommer à tout prix, les méthodes Friends and Family. Je ne sais pas si vous connaissiez. Et donc ces retours d'expérience consacrent en fait l'agrégation d'expressions personnelles comme étant un mode de validation, mais aussi un mode de gouvernement, puisqu'il s'agit de valider la manière dont la société va être administrée. Alors sur mon terrain en France, la participation des usagers passait par la création de nouvelles arènes participatives, ou plus exactement de ce qu'on pourrait appeler des mini-publics, qui sont donc des publics peu stables dans l'espace et dans le temps, les hackathons, les panels, les groupes de bêta-testeurs, des mini-échantillons, qui prennent des décisions pour des collectifs plus vastes. Par exemple, au cours d'un hackathon, donc là c'est un hackathon qui était organisé en juin 2015, la centaine de participations, qui étaient donc essentiellement composées d'hommes participant au hackathon parce qu'ils venaient de direction des systèmes d'information, ont voté pour un choix de logo, des critères d'interface qui désormais s'imposent à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs de services publics français, avec ce mécanisme d'urne et de jetons. Donc ça peut paraître trivial, mais de mon point de vue, il n'en est rien, parce qu'en fait, aucune de ces arènes n'a de dimension démocratique, au sens où elle porterait un idéal de délibération d'une totalité, qu'elle ait été élue ou non. Dans cette modalité de participation, glisser un jeton dans les urnes que vous voyez là, jamais les choix techniques et politiques derrière les technologies n'ont été mis en débat. Alors cela est en partie dû à l'avènement de nouveaux professionnels,
les informaticiennes et les informaticiens, bien sûr, mais aussi les designers et les designeuses, qu'on appelle parfois designers UX, UI enfin, d'interface utilisateur, qui, aussi bien intentionnés qu'elles et ils soient, n'ont pas forcément reçu de formation politique et juridique au cours de leurs études. Et le raisonnement qui leur est transmis est un raisonnement qui est essentiellement comportementaliste, puisqu'il s'agit à chaque fois d'apprendre à, par exemple, fluidifier l'usage, amener à l'adoption sans friction, masquer la complexité. Et donc, sur un plan pragmatique, ces professionnels ont besoin, pour travailler, de retours précis, les fameux feedbacks, de matériaux courts. Ça ne sert à rien d'avoir des paroles politiques, des avis politiques des gens pour améliorer un site web, et surtout des choses pas trop contradictoires. Et donc, je vous disais, absence de point de vue synoptique, expérimentation continue, participation extrêmement ambiguë. Le quatrième et dernier résultat que je voudrais vous soumettre à partir de l'analyse du cas français, c'est le double jeu de la souveraineté numérique. Alors, quand on analyse les usages du terme de souveraineté numérique depuis 20 ans, en France en tout cas, on peut constater un glissement sémantique. Le terme de souveraineté numérique a d'abord été employé pour désigner une tentative de monopolisation par l'État du cyberespace. Plus exactement, les premières mentions de la souveraineté numérique, on est à la fin des années 90, décrivent un mouvement d'expansion du périmètre de la police en direction de ce cyberespace, cette terre inconnue peuplée de hackers, de virus et autres cybercriminels qui peuvent y trouver refuge. Et donc, cette première version de souveraineté numérique, c'est l'idée de dire non, il y a une continuité entre le territoire physique et ce territoire numérique qui renvoie à l'idée qu'il y a un ordre, une justice qui doit être maintenue contre un ennemi, que ces ennemis soient mercenaires ou délinquants. Il s'appelle cybercriminel. Et donc, ça renvoie à quelque chose que vous connaissez, c'est la notion moderne de souveraineté de l'État qui se traduit par la création de nouveaux groupes professionnels à l'époque, que sont en tout cas en France les cyber-enquêteurs, par exemple des groupes de la gendarmerie nationale qui vont lutter contre la pédopornographie ou les arnaques en ligne. Et puis progressivement, ce terme s'est pluralisé pour désigner une partie du programme qu'on appelle ensuite État-plateforme, c'est-à-dire l'idée de créer un lieu sûr, une terre de refuge sur laquelle les citoyennes et les citoyens, les administrations, les entreprises, les associations peuvent héberger leurs données sans craindre la prédation des services des grandes plateformes, sans craindre non plus l'incursion d'un État tiers. Donc cette seconde version relèverait davantage là de la géopolitique et d'une tentative d'affirmation qu'il y a des règles de droit face, par exemple, aux GAFAM, et cela trouvera une expression maximaliste dans le règlement européen sur les services numériques. Et donc cette deuxième version de la souveraineté numérique considère les technologies produites par les grandes plateformes et par certains États comme des ennemis contre lesquels il faut créer un refuge. Donc l'exemple typique de cette vision de la souveraineté numérique, c'est le bouton d'authentification France Connect, qui est ce bouton d'authentification pour accéder à tous les services publics en ligne, qui a été pensé comme une alternative, une manière de contrer la politique qui se développait alors sur Internet, la politique du vrai nom ou de l'identification certifiée, où il fallait donner, pour avoir un compte certifié, une copie d'une pièce d'identité, prendre un selfie à côté, ou ce genre de pratique. Et puis, progressivement, dans les projets de modernisation et ailleurs, nous avons vu en France émerger un autre sens encore de la souveraineté numérique, qui a plutôt à voir cette fois avec la politique industrielle de la France et de l'Europe. Et un ancien secrétaire d'État au numérique l'avait explicité au cours d'une controverse assez virulente sur l'usage de la reconnaissance faciale pour une application d'accès aux services publics. Et donc il déclarait au journal Le Monde « Expérimenter est nécessaire pour que nos industriels progressent ». En fait, son raisonnement était le suivant. Il faut qu'émerge un champion européen qui sera nécessairement plus vertueux parce qu'il sera soumis au droit européen, qui, comme chacun sait, est plus respectueux des droits personnels. Or, pour qu'émerge ce champion européen, il faut une participation des usagers des services publics qui participeraient, mais pas en parlant, mais en confiant des images faciales.
Et deuxièmement, et ça c'était bien moins explicite, en tout cas dans la bouche de ce ministre-là, tous les modèles de reconnaissance faciale disponibles sur le marché étaient entraînés sur des jeux de données soit chinois, soit états-uniens. Et or, la France avait besoin de reconnaître des phénotypes de Françaises et de Français. Ici, il me semble bon de nous demander systématiquement souveraineté numérique, mais qui est le souverain ? La France, l'Europe, l'administration, les entreprises, les start-up, le peuple, l'utilisateur. Et puis, souverain de quoi ? De quel territoire ? Sur quelle décision ? De quelles données ? Les éléments de réponse à cette question ne sont, à ma connaissance, jamais précisés, jamais discutés dans l'espace public, pas plus par ce ministre que par les suivants. Or, je pense que ce flou est symptomatique d'un problème démocratique, mais aussi d'une prétention immense, qui est la prétention que l'introduction d'une technologie numérique suffit à transformer les administrations, voire suffit à transformer les problèmes des politiques industrielles. Alors, j'en viens maintenant, dans la dernière minute, à une rapide conclusion. Donc la question qui nous occupait, vous vous en souvenez, était de savoir si l'introduction de technologies suffit à transformer les administrations. Plutôt que de vous répondre oui, non ou oui, mais, je voulais fournir l'occasion, prendre cette occasion pour souligner, à côté de ces problèmes bien connus que sont d'une part la fracture numérique et la surveillance, ces 4 résultats empiriques qui viennent du cas français et qui me semblent appeler à de nouveaux développements, mais surtout appeler à davantage de débats. Débats sur les techniques que les administrations déploient aujourd'hui massivement pour administrer la société. Je les rappelle, donc l'absence de point de vue synoptique sur l'informatisation de l'État, l'absence de bilan, la possibilité de débattre d'un état de l'État. Ensuite, cette diffusion subreptice d'une modalité d'expérimentation continue qui est rendue possible par l'action à distance, par le fait d'avoir des technologies intangibles, ou en tout cas peu de médiation, et qui entraîne des effets sur la qualité des services publics. L'ambiguïté d'une participation qui est toujours pensée à partir de mini-publics et qui se fait sans délibération. Et enfin, cette souveraineté numérique qui est systématiquement brandie sans son complément d'objet indirect. Alors, j'espère ici que nous pourrons faire parler politique, les technologies numériques, et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation parfaitement millimétrée, quasiment, un petit peu de façon. Donc, on va ouvrir maintenant un temps pour la discussion, les questions ou les commentaires ou les besoins de clarification que vous auriez. Donc, si l'un ou l'autre souhaite, ou l'une ou l'autre souhaite exprimer, je vais passer le micro. Moi, je reste ici. Oui. Merci. J'ai des dizaines de questions, mais je vais en commencer par une. Excusez-moi, serait-il possible à chaque fois juste de vous présenter en 2 mots, même si ce n'est pas forcément pour donner votre nom de famille, mais au moins dire d'où vous parlez, ça m'intéresse beaucoup. Karen Dijkstra, je travaille à la Chancellerie fédérale, je suis ingénieure en télécommunications. Mais j'essaye de m'ouvrir aux sciences sociales, je vous le promets. Donc en fait, j'ai essayé de résumer une de mes questions. Ce qui m'a bien plu dans votre travail, c'est le fait d'aller sur le terrain, regarder en fait avec les gens un peu étape par étape. Et je me pose la question, ou c'est quelque chose peut-être qui me manque, c'est de savoir en fait si vous avez discuté avec des informaticiens, peu importe à quel niveau d'informatique ils travaillent, à quel moment, ou bien peut-être ça ne s'est pas posé, la question de savoir pourquoi ils font les choses. Parce qu'en règle générale, quand on parle avec quelqu'un qui fait de l'informatique, si on prend le groupe de votre premier résultat, ils vont être super dans la technologie, l'innovation, ce genre de choses. En fait, faire de l'innovation technologique dans une administration qui n'a pas encore réussi probablement, enfin je parle pour la Suisse et c'est juste en mon nom, hein, à implémenter des anciennes technologies de manière déjà satisfaisante, ça ne sert pas à grand-chose de faire de l'innovation technologique. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? Moi, j'ai le sentiment qu'on ne se pose pas souvent la question. Donc, est-ce que dans cette recherche, on s'est vraiment dit, ben voilà,
pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels sont les effets qu'on veut provoquer sur l'administration, dans le but de réaliser quelle politique publique, ce genre de questionnement. Merci. Comment on fait, Sophie? Je prends plusieurs questions ou je réponds au cas par cas? Ok. Bah, déjà, merci beaucoup pour votre question et votre témoignage. Alors, moi, je fais un type de sociologie, en fait, qui... je fais très rarement d'entretien ou j'en fais pas. Je m'intéresse pas aux intentions des gens, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les gens font et quand ils le font, comment ils le font. Avec quel savoir, avec quelle technique. Donc, les intentions et les justifications, ça m'intéresse, mais à côté, parce que souvent, si vous êtes une chercheuse, que vous allez dans une direction des systèmes d'information, les gens vont vous répéter ce qui est la consigne managériale, parce qu'ils sont tenus par leur hiérarchie, ou parce qu'à tel moment de leur vie, il se passe ça, et puis vous pouvez revenir 6 mois plus tard sur le même projet, ils peuvent vous dire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins l'intention, que de comprendre ce qu'ils ont tenté de faire à tel moment, pourquoi ça a bifurqué, pourquoi ils ont repris comme ça, le standard a changé, ils se sont inspirés des collègues belges, et toutes ces petites bifurcations, toutes ces choses qui, dans la pratique, évoluent en continu, et qu'on ne saisit pas forcément très bien juste par le verbal, au sens ce qui est dit de ce qui est fait. Mais je pense que le fait de déclencher une recherche de sociologie, puis après d'avoir un compte rendu, c'est-à-dire d'échanger, ou moi de partager mes hypothèses, mes questions, ça provoque une forme de réflexivité. C'est-à-dire que les gens vont là se dire « Ah oui, elle nous dit qu'on fait ça de cette manière. Moi, je ne suis pas d'accord, mais donc je vais faire comme ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas ces effets-là que je veux. » Et donc, en général, le fait d'avoir fait ce genre d'enquête amène à une reformulation des intentions, on va dire. En tout cas, c'est une démarche qui pousse à sortir de sa DSI et à comprendre comment que sa DSI, elle est dans une société, et que même des choses qui ont l'air absurdes, en fait, elles produisent des effets. Voilà, bonjour, merci. Bonjour. Nils Ponchot, moi j'ai travaillé longtemps à l'école polytechnique dans le système d'information. Je pense que j'ai fait partie de ce que vous appelez les bricoleurs. Et puis maintenant, je suis tombé dans un domaine beaucoup plus concret. Je dirige les routes nationales au Valais, donc on va dire, voilà. Mais je continue à être convaincu des nouvelles technologies. Donc je rebondis sur votre terme bricolage. Et puis moi j'aime bien un terme français anglophone, la disruption. Et puis en fait, c'est que ces nouvelles technologies, elles arrivent tellement vite qu'elles arrivent toujours dans un vide juridique et politique. Donc finalement, pour moi, il y a un peu un choix, quoi. C'est soit on prend des risques et puis on avance avec ces technologies, soit on attend qu'elles soient complètement posées et puis on sera probablement dans 5-6 ans, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, parce que vous aviez l'air d'être un peu révolté contre ce bricolage. Donc moi, des fois, c'est plutôt l'inverse qui me révolte, c'est des fois d'attendre tellement longtemps pour utiliser une technologie. Merci. En fait, c'est bien que vous mettiez ça dans cette opposition-là. Deux choses, c'est que je pense que d'une part, on ne peut pas opposer les bricolages versus suivre les règles, parce que je pense que dans la pratique, et vous avez dû l'expérimenter toute une partie de votre vie, c'est bien plus compliqué, on bricole sur telle partie, puis ensuite on rentre dans les cases, et dans le monde, les choses prennent un tour différent, mais je sais que votre agacement est partagé et se retrouve. Par contre, là où je voudrais réagir, c'est sur la notion de vide juridique. Je parle sous le contrôle de Sophie, mais en fait, il n'y a pas... la société, elle est déjà dans le droit. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une règle qui parle de cette technologie précisément-là qu'il n'y a pas déjà des cadres juridiques. Il y en a, en fait. Et on ne peut pas les suspendre pour une technologie. Mais comme on ne peut pas les suspendre pour l'arrivée de n'importe quel être dans le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle personne qui naît qu'on suspend le droit. Le droit est là et il a cette plasticité-là, il a ces capacités-là. Il s'interprète, en fait. Et donc, je pense que le bricolage n'est pas du tout incompatible avec une connaissance du droit, des procédures. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement qui va bien plus loin que ce que j'ai décrit et que Sophie, tu connais bien, qui est le mouvement des bacs à sable réglementaires, ou en tout cas de formes d'expérimentation qui sont très scrutées de très près par des juristes. Et donc, c'est peut-être une autre forme de coopération professionnelle.
Je ne sais pas. Bonsoir, alors, moi je suis Damien Wirtz, je suis un fruit de cet institut, mais maintenant du coup je travaille à la ville de Payerne, je m'occupe du service population. Moi j'ai beaucoup aimé votre exposé, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, je trouve qu'il y a des, par rapport à la pratique qu'on voit, alors beaucoup de niveau local, mais je sais que c'est aussi assez le cas au niveau des cantons, surtout des petits cantons, c'est l'absence dans votre terrain et dans votre exposé des prestataires externes, parce qu'en fait, je trouve qu'au niveau de l'administration, et c'est assez structurant sur notre, enfin, comment est-ce qu'on intègre ces technologies, c'est qu'on est très dépendant et très dépossédé de toutes les discussions que vous avez identifiées, en fait. Alors, je peux imaginer que quand on a, peut-être au niveau national, la France, des startups, enfin, des ingénieurs en stabulation libre qui, du coup, produisent effectivement toute cette réflexion, c'est un terrain particulier, mais au niveau local, moi, je ne me reconnais pas beaucoup dans cette réalité. Et je trouve qu'au contraire, nous, on est plutôt très dépendants de prestataires qui vont nous proposer des solutions, des produits, guider les politiques aussi peut-être à identifier des solutions qu'ils n'auraient même pas imaginées. Et dans votre terrain, vous les avez pas vus. Enfin, c'était beaucoup. Il y a pas ce marché de prestataires qui finalement assaillit quasiment. Je trouve qu'on est régulièrement en fait entouré de gens qui essaient de nous vendre des solutions qu'on n'envisageait des fois même pas, pour des problèmes qu'on n'aurait pas formulés de cette façon. Enfin, moi, je dirais que c'est des grands absents de votre exposé, en fait, et puis je me demande s'il n'existe pas, s'il y a des barrières qui les empêchent de pénétrer dans l'administration en France, qui serait peut-être une bonne chose, je ne sais pas, mais aussi, en fait, il y avait un tel volontarisme que, du coup, il n'y a pas de marché pour ces prestataires. Merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est un point hyper important. Même quand on parle très longtemps, on ne peut pas tout dire. En fait, le moment où j'ai fait mon enquête, c'était donc le gouvernement socialiste de François Hollande, ses débuts. Et c'était un moment après la période qui avait eu lieu sous Nicolas Sarkozy, où c'était des consultants de grands cabinets de conseil internationaux qui venaient administrer avec des pratiques gestionnaires et financières internationales la France. C'était un moment de tentative de réconciliation, en fait, et où il s'agissait de fermer ces marchés publics dispendieux et de dire on va recruter des informaticiens maison, d'où l'idée de ces jeunes gens qui s'engageaient pour l'État, dont je parlais au tout début. Et alors, avec des limites, qui est celle du portage salarial et de tous ces contrats très courts que je mentionnais aussi, qui est qu'en fait, bien sûr qu'il y a un marché du conseil, que ce marché est extrêmement dépendant financièrement de la direction interministérielle du numérique, il s'alimente et il y a des allers-retours constants dans les trajectoires professionnelles de ces agents-là, que ça a créé des affaires en France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais autour de McKinsey et des choix de politique publique qui étaient faits non plus dans les ministères, par les ministres et au Parlement, mais en dialogue entre l'Élysée, donc le siège de la présidence, et le cabinet McKinsey. On a eu ce débat-là ensuite sous le gouvernement Macron. Mais je dirais qu'en France, il y a une tentative. Alors, je pense qu'elle vaut pas qu'elle ne s'étend pas aux collectivités, mais qu'elle existe à l'échelle des administrations centrales, donc des ministères. Cette volonté balbutiante, maladroite et inachevée de recréer des corps d'informaticiens d'État, de réapprendre le fonctionnement des machines, de ne pas trop accumuler de dettes techniques. Et il y a une volonté de prise en main qui marche pas entièrement, puisque en matière de données de santé, tout a été lâché à Microsoft. Enfin, mais ça fait partie des versions de la souveraineté numérique dont je parlais tout à l'heure, en fait. Et donc, c'est un enjeu, c'est un débat. Et je pense que la réalité que vous vivez, en tout cas celle que vous avez décrite ensuite, et je pense malheureusement la réalité majoritaire également en France, ce qui fait que oui, beaucoup de directions des systèmes d'information gèrent juste des prestataires, n'ont pas la main sur les sujets dont je parle, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'aller leur poser ces questions. Bonjour, Kerstin, moi je travaille aussi à l'administration fédérale. Vous parlez beaucoup de manque de vue synoptique. Enfin, je rejoindrais assez ça. Le bricolage, je pense qu'on le vit souvent dans plein de contextes agiles. On fragmente la pensée sur des petits post-it, des contrats, comme vous les avez mentionnés, à temps court, ou des missions courtes, des projets courts. Et je me demandais, dans un certain sens, ça porte presque
devrais pas trop m'exprimer, hein, mais disons à titre personnel, un projet politique en soi aussi, parce que ça, c'est des efforts, mais qui sont voués à, peut-être pas l'échec, mais ils sont pas débattus politiquement, et puis ça meurt un peu dans l'œuf, ça décourage aussi. On fait semblant. On a tenté de faire, on a découpé un petit morceau, mais après, ça va pas forcément. Et il n'y a pas la vue synoptique, mais peut-être qu'on la veut pas non plus, des fois. Je pense que vous avez raison, parce que c'est une manière de faire, merci de votre témoignage, c'est une manière de faire qui s'est construite contre les grandes vues synopsiques, on fait d'abord un grand plan, on fait un plan de l'état des systèmes d'information, on fait un plan des données, et ensuite on agit. Et contre ça, il y a des bricoleurs, des disrupteurs qui ont dit non, on fait des post-it et on voit où on va, on voyage à vue 3 mois après 3 mois, on récupère les bonnes compétences qu'on en a besoin, on n'a pas besoin d'un data scientist toute la vie, mais là, sur ce projet-là, on embauche, on met les moyens. Et donc, ça a été, enfin, l'un est souvent une réaction à l'autre et s'inscrit dans un processus critique. Là où, en tout cas, moi, mon travail consiste à essayer de prendre au sérieux le projet politique de ces gens-là. Ils disent, bon, on va faire l'État plateforme. Essayer de dire, OK, bon, ils veulent le faire, ils ont l'air d'avoir de bonnes intentions. Ils veulent sans doute pas juste déshabiller l'État et partir avec les sous. C'est pas de la corruption publique. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils le font ? Et en quoi, parfois, ce qu'ils disent qu'ils veulent faire produit des effets complètement contradictoires avec le constat que vous venez de formuler sur la fragmentation. En tout cas, voilà, moi, j'essaie d'articuler les deux et de croire ce qu'ils font, mais aussi pour leur dire que parfois, ça rate. Et que souvent, ça rate. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Jacques Blanc, alors moi je fais du conseil en organisation et en gouvernance, mais pas pour un grand cabinet, rassurez-vous. Il y a un paramètre, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Alors, tout ce que vous dites évoque peut-être un manque de vision politique, mais il faut aussi préciser que dans le contexte actuel du changement social et changement sociétal de plus en plus rapide, de l'évolution des technologies, ça devient extrêmement difficile justement de formuler une vision politique. Et c'est peut-être aussi une des conséquences de cette évolution, c'est-à-dire que ça devient tellement difficile d'avoir une vision à 5-10 ans que forcément l'État est obligé de procéder par tâtonnement, par bricolage, par toutes ces tentatives finalement de mettre à disposition des technologies. Et c'est un point, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Enfin, quel est votre avis là-dessus ? Merci, vous avez raison de le pointer comme ça, parce qu'en fait, c'est souvent comme ça que c'est présenté. C'est souvent sous l'angle de c'est urgent, il faut réagir, il y a l'IA qui arrive, il y a OpenAI qui a sorti telle technologie, il faut se positionner. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, si on fait ça, on atteint le caractère démocratique de nos sociétés. Et que céder à l'urgence, aux sirènes de l'urgence, sur tous les sujets, on peut potentiellement avoir de l'urgence, pas qu'en matière de technologie. Et je dirais en matière de technologie, c'est peut-être moins grave que sur plein d'autres sujets. Et donc peut-être que le rôle du politique, c'est aussi de dire, non, arrêtons-nous et débattons. Peut-être que c'est vertueux de débattre. Peut-être que considérer toutes les solutions et pas se laisser avoir par les mots. Parce que, par exemple, on a l'impression que les agents conversationnels, c'est radicalement nouveau. Bon, c'est une innovation technologique qui a en fait quelques temps. Les résultats changent sur des pourcentages de fiabilité, mais en fait, certaines choses ont une antériorité. Il ne faut pas se faire avoir par le présentisme. Et moi, je pense que céder à cette idée de la rapidité, c'est se faire avoir par le présentisme qui est celui de notre temps, où on a l'impression de l'urgence du présent, et moi je pense que ça a un coût, et qui est celui de la possibilité de débattre. Alban Mathieu, bonjour. Bonjour. Moi je suis un des représentants du 3e échelon, parce que le fédéralisme oblige, je travaille pour le canton, pour l'État de Vaud, je suis responsable des systèmes d'information. Et puis, dans mon quotidien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel aussi, comme disait monsieur, vous n'avez pas ça à côté, c'est que il me semble que dans mon métier, on sépare le pourquoi du comment. Le pourquoi, il est fait par le législatif, c'est un processus démocratique qui aboutit à des lois et des règlements. Et puis, mon métier, il est nettement plus prosaïque, où on applique.
Et puis on n'invente rien du tout, hein. On fait dans le cadre légal, on a une marge d'interprétation qui est assez limitée, on ne fait pas beaucoup de sémantique. Et puis je pense que ça donne une approche qui est relativement différente. Pour moi, c'est la loi qui doit piloter, et puis c'est pas l'informatique qui doit piloter. Puis pour répondre aussi à monsieur Valaisan, tout comme moi, la technologie, c'est un outil, c'est un moyen, mais c'est pas un but en soi. Le but, ça reste la loi. Et puis je pense qu'il faut peut-être, enfin à mon sens, il faut faire une distinction entre le but, la loi, et puis de comment on le fait, l'informatique. Merci beaucoup, monsieur, pour ce commentaire et ce complément. Alors, je dirais que si vous vous intéressez un jour à la sociologie, vous verrez que ce qui est génial, c'est que la sociologie, elle montre que la politique se fait aussi beaucoup dans la mise en œuvre des politiques publiques et pas juste dans l'intention. Et c'est en ça qu'elle complète le droit, qui regarde les textes et comment ils s'écrivent, et elle regarde la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de politique. Aujourd'hui, mon projet de recherche actuel porte sur la manière dont les informaticiens interprètent le droit. Et donc, je travaille sur des micro-choix de programmation. Vraiment des micro-choix de programmation et la manière dont, par exemple, des énoncés juridiques sont en fait imprécis du point de vue de l'informatique. Par exemple, si vous dites, je ne sais pas, une prime, si le juge dit dans un délai de 3 mois, vous le savez, monsieur, et vous êtes d'autres à le savoir, c'est imprécis du point de vue de l'informatique. Les mois, ils font combien? 30, 31 jours. Et donc, il faut toujours que les informaticiens viennent compléter ces marges d'interprétation. Et donc, là, je le dis à quelque chose qui a l'air d'être infime, de ne pas avoir de conséquences, mais en fait, ça a des conséquences, parce qu'il y a des gens qui, du coup, ont droit à des choses et d'autres qui n'ont pas droit. Et ça, ça veut dire qu'à toutes les échelles, et ce n'est pas juste ce micro-exemple, se joue une forme d'interprétation politique dans la mise en œuvre. Et donc, il ne faut pas penser que le politique est délégué une fois pour toutes et qu'on est rassuré dans un métier purement technique. En tout cas, moi, je pense que les techniques sont absolument politiques. Bonjour et merci pour la richesse de votre intervention et de votre conférence. Moi, je travaille en Valais aussi, dans le service de gestion des routes nationales. Et si je reprends un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, ma fonction ressemble à celle de médiateur sociotechnique. Voilà. Donc j'ai été embauché dans le but de faciliter l'appropriation et la transformation digitale des usages, des différentes manières de travailler, dans un contexte qui est extrêmement ouvrier, c'est-à-dire pour un grand nombre de collaborateurs, assez loin de la technologie, au sein du monde professionnel en tout cas. Et moi, je voudrais réagir sur un point particulier qui est celui de l'expérimentation continue, dans la mesure où, pour moi, ça s'approche de l'amélioration continue. Et je n'oppose pas cette expérimentation continue d'une vision un peu plus large, d'une stratégie qu'on doit avoir. C'est juste qu'on doit choisir le périmètre, on doit choisir finement les périmètres sur lesquels on expérimente. Sans prendre d'exemple, juste en prenant une caricature, le fait de vouloir expérimenter pour tester de nouvelles solutions permet de sortir de situations qu'on entend souvent, malgré tout encore, mais pourquoi on changerait? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et en fait, cette auto-justification de dire arrêtez de nous embêter avec les nouveaux outils, les nouvelles méthodes, elle ne peut pas tenir quand on constate qu'on continue à faire comme ça, mais ça continue à ne pas fonctionner correctement par rapport aux objectifs qu'on doit atteindre. Et l'utilisation d'expérimentation continue, entre guillemets, il y a des guillemets à continue au sens où on va tester pendant un certain nombre de temps, et puis aboutir progressivement, par itérations successives, à une situation qui est stabilisée dans un contexte. Mais, ça a été dit aussi tout récemment, le contexte n'arrête pas de changer, qu'il soit politique, qu'il soit financier, qu'il soit technologique, et on y est soumis, on est immergé dans le monde réel. Donc l'idée, c'est d'avoir des paliers de stabilisation, mais avec une variabilité toujours disponible pour capter de nouvelles choses, capter de nouveaux inputs, de nouveaux changements, auxquels on n'a pas le choix que de s'adapter finalement. Donc juste, c'était pour préciser ce point-là, je veux vraiment ne pas opposer l'expérimentation en continu, parce qu'en fonction du périmètre qu'on choisit, elle peut être extrêmement bénéfique pour apporter justement une stabilité opérationnelle à des équipes qui sont très loin du numérique d'habitude. Voilà, c'était pour mettre un petit peu de modération sur
ce que j'avais cru sentir comme une critique assez forte sur le fait d'expérimenter. Merci. Merci beaucoup. Vous avez raison, en fait. Je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Et il y a plusieurs modes d'expérimentation. Moi, j'ai observé des cas où, en fait, ce que l'on appelle expérimentation, c'est grosso modo le droit à l'erreur de l'administration, sans information des usagères et des usagers, sans périmètre stable, avec des objectifs qui évoluent au fil du temps. On peut s'accorder à dire que peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de gérer un projet, ou peut-être que les effets qui ont été produits dans le cas d'espèces est délétère. Ce qui ne veut pas dire condamner l'expérimentation en soi. Il y a une autre manière de décrire la vie sociale et de dire que c'est une expérimentation continue. Vous êtes là, moi je viens, il se passe des choses, on ne sait pas, c'est une expérimentation. Bon, on peut avoir ce sens aussi léger de l'expérimentation et je ne la condamne pas en soi. Plein de choses sont expérimentations. Les choses bougent en continu par petites gouttes et on ne fait que s'ajuster. Bien entendu. Par contre, il y a des méthodes. Merci. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Merci. Bonjour, je m'occupe d'un média dans les technologies. J'ai deux questions. Une sur, vous avez parlé de l'absence de contenu d'une certaine manière, de vision synoptique, de politique, etc. Et vous avez aussi parlé du contenu qui indirectement intervient dans la mise en œuvre, typiquement par les administrations. Et ma première question, c'est est-ce que, en fait, toutes ces réformes ont un contenu et que le contenu, c'est le moyen, d'une certaine manière, que le contenu, c'est le technique, c'est l'utilisation des technologies, et que de ce point de vue-là, le recours aux technologies n'est pas donc... le moyen devient la fin, d'une certaine manière, et donc dans quelle mesure est-ce que ça vide le politique? Ça, c'est une première question. Et l'autre, par rapport à l'expérimentation continue, en Suisse, on assiste au niveau fédéral un peu une évolution où toute l'agence chargée des statistiques prend en charge de plus en plus maintenant la data science et l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, je me pose la question si, est-ce que dans cette idée est-ce qu'en fait, d'utiliser des données sur quantité de choses au lieu de statistiques, est-ce que c'est quelque chose qui va, dans une certaine mesure, du côté de cette expérimentation continue, sachant que j'ai poussé à l'extrême, ou d'une certaine manière, j'ai virtuellement à disposition les citoyens que je peux expérimenter en tant que profil. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà, c'est mes deux questions. Bien, merci. Sur la première question que vous posez, est-ce que le moyen devient la fin? En tout cas, je pense que c'est une question importante à plusieurs égards. C'est-à-dire que si la technique, c'est une dépolitisation, d'une certaine manière, ce n'est pas une bonne direction. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que quand même on présente une réforme comme étant uniquement technique, en fait, il y a toujours des effets politiques, même si elle n'est pas volontairement cachée et qu'elle ne se pense pas comme étant anti-politique ou volontairement vouloir contourner la délibération. En fait, elle produit toujours des effets politiques. Et donc, je pense que c'est important d'essayer, alors les journalistes évidemment, les associations, les universitaires, de remettre ça sur le devant pour permettre aux citoyens en fait, de se sentir concernés, de pouvoir en discuter. Donc ça c'est pour la première question. Et sur la deuxième, je sais pas, je connais pas le cas suisse. Expérimenter sur des données, expérimenter sur des humains, ça dépend du cadre légal, ça dépend de expérimenter quoi, comment, pourquoi faire, est-ce que les personnes sont mises au courant, est-ce qu'elles ont mis à disposition. Et en fait, toutes ces choses-là, ça emporte des conséquences vraiment très très différentes. Donc en tout cas, je ne formulerai pas une réponse radicale et définitive, surtout pas en clôture de conférence. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie beaucoup, Marie, donc, pour s'être prêtée à cet exercice de réponse aux questions et finalement de confrontation d'expérience, puisque non seulement tu as finalement présenté le cas français, mais à travers, je pense, tous les témoignages et les questions qui ont été posées ce soir, mais tu as peut-être aussi un petit goût de ce qui se passe en Suisse. Donc je vous remercie toutes et tous pour cette participation extrêmement dynamique
et intelligente. Je crois que d'une certaine façon, on participe aussi à remettre un peu de politique dans le sens le plus honorable du terme qui soit, avec un débat comme celui de ce soir. Et donc, je vous invite chaleureusement à venir partager maintenant un apéritif autour donc, de toutes ces discussions. Merci beaucoup. Merci.